AnimaFac, le réseau des associations étudiantes, participe à la Semaine de l'Esprit d'entreprendre organisée par Pépite France, dont la mission est d'accompagner les étudiants et étudiantes entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Pour cet événement, AnimaFac a choisi de mettre en avant la diversité des actions des associations de son réseau, afin de donner envie aux étudiants et étudiantes de se lancer dans le montage de projets associatifs. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la professionnalisation des associations avec Patrick Skehan de l'association Nightline, Siméon Baldi de Barral, Down the Green Road et Aurélie Kepes de l'Universel. L'échange sera animé par Audrey Renaudin, chargée du plaidoyer de la territorialisation chez AnimaFac. Ce séminaire parce que j'ai commencé du coup en tant que bénévole et j'étais bénévole pendant une période de 2 ans avant que ce système de financement soit arrivé pour faire la transition vers un peu salarié. Donc c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Et puis Nightline, c'est une association, comme j'ai déjà dit, qui travaille sur la question de la santé mentale étudiante et qui mène plusieurs projets, soit avec des bénévoles, soit avec des salariés. Ok. À toi Aurélie, si ça te va. Oui, alors moi je suis Aurélie, je suis coordinatrice pour l'association L'Universel. Du coup, moi, j'ai pas fondé l'association et j'ai pas non plus été bénévole. Je suis arrivée en tant que salariée il y a 3 mois et je suis la première salariée de l'association. Et du coup, l'Universel, c'est une asso qui travaille dans tout ce qui est gratuité, réemploi et partage. Du coup, globalement, on travaille autant avec des étudiants qu'avec des publics non étudiants, donc dans les quartiers et dans les campus. Et notre idée, c'est d'aider les gens qui ont des projets de gratuité à les mettre en place. Donc, par exemple, créer des boîtes à dons dans leur lieu de vie, des zones de gratuité, des magasins sans argent. Et on propose aussi du coup des ateliers réemploi, zéro déchet, upcycling et des interventions de manière plus générale sur tout ce qui est économie circulaire, économie du don. En gros, voilà. Et l'asso a 3 ans et demi à peu près. Ok, ça marche. Bonjour, moi je suis Siméon, je suis coprésident et cofondateur de l'association On the Green Road. C'est une association qui est née d'un tour du monde à vélo qui n'avait pas du tout vocation à autant grandir et qui en fait de fil en aiguille a pris une plus grosse dimension vu qu'aujourd'hui on est à 3 salariés, on a 7 services civiques dans l'équipe cœur et puis on va arriver à la rentrée prochaine à 18 services civiques qu'on accompagne sous différents programmes. Et l'association, en fait, elle est vraiment à la jonction entre ce qui est voyage engagé, sensibilisation à l'environnement et médias citoyens. Donc, notre cœur d'activité, c'est vraiment d'accompagner des explorateurs, comme on les appelle, donc des voyageurs qui ont une envie d'aller découvrir quelque chose d'autre et ensuite de le partager. Donc, ça peut être des gens qui partent loin, mais ça peut être aussi des jeunes dans leur quartier qu'on accompagne via des programmes spécifiques pour ouvrir un autre regard sur leur quartier. Ça peut aussi être des étudiants qui rentrent dans un défi qu'on appelle défi exploration et qui se disent que pendant leur mobilité étudiante, ils ont eux aussi envie de réfléchir à leur impact et aussi revenir avec des témoignages et des choses qui les ont fait avancer, qui les ont transformés et les partager. Donc, c'est assez large notre activité. Elle va de cet accompagnement jusqu'à de l'événementiel, du partage d'expériences devant des publics variés, en EHPAD, en entreprise, en association, dans des collectivités. Et on essaie de trouver des formats toujours adaptés, toujours plus variés. Ok, super. Merci pour cette présentation. Peut-être pour la première question, si vous pouvez réagir sur les premières démarches que vous avez effectuées pour vous professionnaliser. Donc voilà, si vous avez un peu les infos de ce côté-là, je pense que Simeon et Patrick, ce sera le cas. Donc voilà, si vous pouvez réagir là-dessus. Tu veux commencer, Patrick? Vas-y, c'est bien. Bon, allez, c'est parti. Nous, les démarches qu'on a fait,
Ça s'est fait en plusieurs temps, mais vraiment la grosse étape, en fait, donc peu à peu, l'équipe a grandi d'abord grâce à des personnes en service civique qui nous ont rejoints. Et vu que nos missions s'agrandissaient, l'équipe de service civique s'est aussi agrandie. Et en un moment, on s'est dit, on va passer à le cap du premier salarié. Ça a vraiment été un gros cap parce que jusque-là, on avait une trésorerie en fait qui pouvait être assez fluctuante et on avait peu de pression avec les salariés. Ça oblige à tous les mois en fait une certaine somme d'argent, faire aussi toute la partie administrative qui n'est pas simple, réussir à faire des contrats, enfin voilà, toute cette partie, des bulletins de paie et tout ça. Et donc, ça a été une grosse étape en fait, qui était en service civique et on s'est mis d'accord assez vite sur le fait qu'on avait bien envie de continuer ensemble et de pérenniser son service civique en emploi sur la partie mensuelle. On avait identifié une partie où, en tout cas, on générait un certain chiffre d'affaires. Et on s'est dit que ça serait le premier poste employé. Ce qui était vachement intéressant, c'était en fait de se dire que, comment dire, il y avait, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon idée. Bon. Mais oui, donc ça a été une grosse difficulté niveau trésorerie. Oui, voilà, j'ai retrouvé. C'était en fait un des gros enjeux pour nous, c'était de réussir à avoir une personne qui soit un interlocuteur régulier pour nos partenaires, parce qu'on se rendait compte que sinon, on avait peu de suivi, on pouvait difficilement porter des projets plus gros, des projets vraiment répondre à des appels à projets, comprendre ces appels à projets, si on n'avait pas des personnes qui restaient vraiment à plus long terme dans l'association et qui soient vraiment à fond sur certains projets. Donc, les services civiques restaient un temps, on a aussi pas mal qui restaient un temps, un an ou deux par exemple, parce qu'ils étaient liés à un campus et ensuite ils partaient. Et là, on avait cet enjeu-là d'avoir un interlocuteur unique qui reste. Donc, notre trésorerie, au début, elle a plongé. On avait heureusement un petit peu d'avance. Et ensuite, on a réussi à rattraper le truc. Et là, on est en train de passer on a finalisé les embauches des deuxième et troisième salariés à mi-temps. Et là, c'est pareil, ça a été un défi. Alors, on s'est un petit peu mieux préparé cette fois-ci. Ça veut dire qu'on a un petit peu plus anticipé des recherches de financement qui puissent correspondre à ces emplois. Donc là, on était plus sur des subventions, sur un programme très précis. Donc, on a travaillé en amont. On a même pris une des deux employées en CDI rapidement pour qu'elle puisse travailler sur des dossiers. Et ensuite, là, on commence l'embauche et là, on est parti sur une aide financière en fait là ça va vous paraître peut-être un peu obscur, mais en fait quand on fait grandir une asso, on a des besoins de fonds de roulement, c'est-à-dire d'avoir assez d'argent en caisse pour pouvoir payer tous les mois les salaires et pas se retrouver à défaut de trésorerie. Voilà, quand on est une petite asso, on peut encore se permettre d'avoir une trésorerie très très ric-rac et de se dire bon c'est pas grave, on mettra un peu de temps à payer certaines choses. Là, les salaires, on est obligé de les payer tous les mois légalement et même pour être correct avec les gens qui en travaillent. Et donc à un moment, on est obligé d'avoir une trésorerie et d'anticiper le fait qu'à certains moments, on aura moins d'entrées et plus de dépenses et donc pouvoir avoir une avance de trésorerie. Et donc là, typiquement, on vient de finaliser une demande de 10 000 € d'avance de trésorerie. C'est un prêt à 0% qu'on rembourse peu à peu et qui nous permet juste d'anticiper des besoins parce qu'en fait, on se rend compte, nous, on avait une façon de gérer notre trésorerie, on se disait, il faut qu'on ait de l'avance et maintenant, on se rend compte qu'à un moment, s'il n'y a pas que ça qui peut compter, quand on emploie 2 nouvelles personnes, on sait qu'on va avoir un trou de trésorerie. D'abord, juste le temps qu'elles rentrent dans leur poste et qu'elles puissent à un moment générer aussi un certain chiffre. Donc, il y a tout ça. Et après, il y a peut-être un autre aspect sur lequel j'ai envie d'aller un petit peu, c'est que le fait de professionnaliser son asso, là je suis allé sur des questions très financières, mais ça pose aussi la question de l'équilibre en général entre les bénévoles, les volontaires en service civique et les salariés, et surtout sur qui repose la pression financière. Et nous, on s'est posé beaucoup la question l'année du premier salariat. Et on sentait que ça faisait peser sur les épaules, surtout des services civiques, un poids qui était plus fort qu'avant
et qui s'étaient un peu mis en tête, ce que moi, j'avais pas du tout anticipé, qu'en fait, eux aussi, ils devaient participer un peu à l'effort général. Et donc, si jamais ils généraient pas des événements, par exemple, la personne qui s'occupait des formations, voilà, vu qu'il y avait moins d'entrées que prévu et que l'année précédente, elle se mettait la pression, elle se disait que c'était elle qui mettait en difficulté l'assaut. Donc, on a dû travailler là-dessus sur une formation sur le rapport à l'argent pour essayer de vraiment travailler là-dessus et bien faire sentir que non, c'était pas son domaine et qu'en même temps, c'était pas la pression et aussi travailler sur cette difficulté qu'on peut avoir sur le rapport à l'argent. Donc, très intéressant aussi de penser l'équilibre dans tout l'assaut et de pouvoir être explicite sur qui pèse aussi cette responsabilité du salariat qui est d'avoir des entrées régulières. Voilà un petit peu pour les quelques réflexions que j'avais là-dessus. Est-ce que tu veux prendre la suite, Patrick? Oui, du coup, pour expliquer un peu notre parcours, ça a aussi commencé avec les services civiques parce qu'on se rendait compte en fait que les bénévoles n'avaient pas forcément les compétences ou le temps de s'occuper notamment des questions de communication. Vous m'entendez bien là ou ça a coupé? C'est bon, ok. Donc, on avait pris une service civique pour nous accompagner un peu sur la question de la communication. Sauf que ça, avec l'arrivée d'une service civique, il faut aussi l'encadrement, il faut la présence, il faut l'accompagner. Et c'était pendant la période de l'été, je pense, 2018 ou 2019, je me souviens plus. Et du coup, j'étais obligé de ne pas partir en vacances. Ce qui faisait en sorte en fait qu'on avait un peu cette obligation de me passer en salarié à temps partiel en premier temps parce que j'avais vraiment une obligation auprès de moi qui n'était plus une obligation bénévole. Donc, c'était avec le service civique que tu t'as commencé chez nous. Et puis après, à partir de septembre, après l'été, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. Et du coup, je suis devenu délégué général avec le rôle de vraiment structurer le développement. Donc là, on parlait, je pense, de l'importance des postes de structure, mais je pense que c'est très bien d'avoir quelqu'un qui peut solidifier tout ce qui est financement, solidifier tout ce qui est flux d'argent afin de pouvoir accueillir des futurs salariés. Donc, c'est ce que j'ai pu faire du coup pendant une certaine période. Et puis, depuis le début de l'année 2020, on a été beaucoup plus solide sur les financements. Donc, on n'avait pas forcément ces problèmes de trésorerie, etc., qu'on avait avant. Et on a pu embaucher plusieurs salariés. Donc, on avait une personne qui est arrivée en janvier et puis on avait une personne, voire deux personnes qui sont arrivées en mars. Il y avait deux personnes qui sont arrivées en juin. Donc, c'était un élargissement très rapide qui a été permis par le fait qu'on avait fait ce travail dans un premier temps de structuration financière pour permettre cet élargissement. Donc, je pense que du coup, les deux points à faire passer, c'est que le service civique est un peu une voie d'entrée pour commencer une réflexion autour des statuts autres que le statut bénévole dans une association. Et puis, il y a vraiment une importance pour les postes de structure qui structure du coup la suite pour pouvoir permettre la mise en place de plus d'actions. Les points les plus sensibles pour moi, selon moi, sur cette transition, c'est vraiment l'équilibre entre les différents statuts au sein d'une association. C'est intéressant de voir que le service civique est effectivement une entrée pour commencer à discuter d'autres statuts en fait que bénévoles au sein d'une structure. C'est quelque chose qu'on avait quand même déjà identifié, mais là on le voit quand même de manière assez concrète. Je ne sais pas si Aurélie, vous avez un peu le même parcours à l'Universel ou si c'est un peu différent la façon dont vous avez fait les choses. C'est un peu différent, oui, parce que il y a déjà eu des services civiques à l'Universel, mais c'était la première année de sa création, vraiment.
Ensuite, il n'y en a plus eu et le travail reposait beaucoup sur du bénévolat et notamment sur le temps bénévole de la fondatrice de l'association, en fait, qui a, pendant les 2 premières années, je pense qu'on peut dire qu'elle était quasiment à temps plein bénévole. Après, elle avait le statut étudiant-entrepreneur, donc ça aidait aussi. Et finalement, en fait, moi, quand ils ont commencé à chercher du coup des candidatures pour le poste de salarié que j'occupe maintenant, ils prévoyaient du coup que le salarié qui arriverait ou la salariée qui arriverait embaucherait elle-même des services civiques. Du coup, ça s'est fait quasiment à l'envers, quoi. Ils ont quand même fait la recherche de financement en amont pour sécuriser un peu la trésorerie. Mais c'est assez, disons qu'ils ont dû attendre 1 an et demi pour réussir assez de financement pour financer du coup mon poste et pour pas prendre trop de risques parce qu'on ne savait pas si ce serait facile de pérenniser ou pas le projet associatif et du coup d'embaucher une ou un salarié à temps plein. Là, je suis en CDD pour l'instant. Donc l'idée, c'était qu'ils avaient assez d'argent pour financer un CDD à temps plein de 6 mois. Ils avaient déjà fait pas mal de recherches pour pouvoir prolonger le CDD de au moins 6 mois encore. Mais c'était dans cette situation-là que je suis arrivée en juin, du coup. C'était, on a assez pour 6 mois, on a à peu près assez pour prolonger 6 mois de plus. Et après, du coup, c'est vraiment à moi maintenant de trouver les fonds. C'est moi qui ai effectué le recrutement des services civiques et je dis qui est effectué, mais il est encore en cours. Et du coup, on va en avoir 3. Et c'est vraiment là-dessus que les bénévoles de l'association et l'ancien bureau ont un peu misé pour la pérennisation. Donc, il y a eu peut-être moins de sécurité dans la trésorerie que ce dont a parlé Siméon ou peut-être ce dont a parlé Patrick, même s'ils ont quand même essayé d'assurer un petit peu les arrières pour au moins quasiment 1 an. Et voilà, après, d'un coup, le travail reste à faire. Par contre, nous ici, on s'est beaucoup posé la question de l'équilibre entre bénévoles et salariés, un peu moins service civique vu qu'elles n'étaient pas encore arrivées à cette époque-là. Et effectivement, moi, c'est une question que je me pose toujours. En même temps, du coup, ça fait peu de temps que je suis arrivée dans l'association, mais c'est toujours une question que je me pose entre est-ce que c'est la salariée qui porte le projet associatif? Est-ce que c'est le bénévole qui porte le projet associatif? Et du coup, comment on se répartit le travail? Comment on se répartit les responsabilités? Voilà, c'est toujours des questions en suspens, quoi. Ok. Et comment vous répondez un peu à cette question, Patrick et Siméon, sur l'équilibre du coup entre... Enfin, surtout que toi, Patrick, du coup, t'étais... Enfin, en fait, même Siméon, du coup, t'es pas salarié de The Green. Ouais, ok. Alors que Patrick, t'étais bénévole, enfin, cofondateur et... Enfin, fondateur même, et t'es passé salarié. Donc, voilà, est-ce que cette position-là permet aussi peut-être d'avoir une vision plus globale, de régler un peu certaines choses? Je vais essayer de répondre. Du coup, ce n'est jamais une question facile et c'est quelque chose qui revient, je pense, dans chaque association qui se professionnalise, cet équilibre entre les bénévoles et les autres statuts au sein de l'association. C'est une transition qui peut parfois être brutale et du coup vécue brutalement par chacun des parties. Du coup, je pense que ça demande vraiment ça demande que tout le monde soit un peu solide pour pouvoir vivre du coup une transition qui peut parfois être compliquée. Je pense que ce qui est très important en fait avant de s'engager dans la démarche, et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé qu'on réfléchisse peut-être un peu plus amont dans notre cas, c'était vraiment la mission de l'association. Parce que je trouve que une fois que la mission est bien définie pour tout le monde, on peut mieux voir l'objectif de l'association.
Il y a des associations qui sont là pour la bénévole, en fait. Ils sont des associations qui font des événements pour la bénévole. C'est une association qui souhaite apporter beaucoup de choses à leurs bénévoles. Il y a d'autres associations qui sont des associations qui ont un objectif qui est vraiment extérieur. Euh, et c'est notre cas, donc notre objectif, notre mission, clairement, c'est d'aider des étudiants qui ont des difficultés de santé mentale. Et une fois qu'on a bien défini cette mission, je trouve que c'est plus facile de voir que, en fait, tout le monde est dans le même bateau et que ce n'est pas une concurrence, en fait, entre les différents statuts parce qu'on est tous en train d'aller vers le même objectif. Euh, du coup, pour moi, la question de la mission est essentielle, mais moi, j'ai interagi avec énormément d'associations qui ont vécu cette transition et pour le dire vrai, je pense que c'est jamais facile euh, et que c'est toujours relativement compliqué à gérer. Et, c'est jamais une question qui est complètement résolue, malheureusement. Euh, donc, je sais pas, Simeon, si tu as des choses à apporter. Ça fait passer du moment. Ouais, c'est jamais très facile cette transition. Nous, on l'a pas vécu exactement pareil, mais c'est vrai que, ouais, enfin, comme je disais tout à l'heure, pour tout le monde, c'est pas très facile. Même pour la personne qui se trouve employée, d'un coup, bah, elle se retrouve un petit peu avec des responsabilités assez grandes, à se dire que bah, elle est payée pour ce qu'elle fait et que les autres sont pas payés pour ça. Donc qu'elle doit en porter d'autant plus. Et c'est vrai que ça n'a pas été simple. Après, nous, le positionnement, ça a été vraiment de se dire que le salarié était au service déjà des volontaires en service civique, qui eux-mêmes sont au service des bénévoles qui veulent s'impliquer dans l'association. Donc, on a un petit peu ce genre de pyramide hiérarchique inversée. Bah, c'est vrai que Martin, qui a été le premier salarié, a très très bien pris ça en compte et ça lui semblait normal parce que lui-même avait été impliqué en tant que service civique dans l'association, donc il connaissait aussi les fonctionnements. Je pense que s'il était arrivé dans l'association plus de manière extérieure, totalement extérieure, là, ça aurait été plus compliqué pour lui de bien comprendre les fonctionnements. Voilà, donc, mais c'est sûr que c'est pas facile. Et là, un de nos nouveaux salariés aussi, un ancien service civique, et je sens qu'il y a tout un accompagnement à faire sur le positionnement de passer de service civique à salarié, comment se positionner légèrement différemment quand même et comprendre qu'on a une responsabilité un petit peu plus grande aussi, quoi. On est plus en charge de la pérennité de l'asso, ce qui n'était pas le cas en tant que service civique. Ok. Et est-ce que au-delà de la question des financements, qui est quand même en fait effectivement centrale pour recruter des salariés, est-ce qu'au-delà de ce point-là et aussi de l'équilibre entre les différents statuts, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous avez pu rencontrer? Et aussi si vous avez eu des coups de pouce, des structures qui vous ont potentiellement aidé aussi à avancer là-dessus, voilà. Quelles ont été un peu ces choses-là? Simeon, si tu veux réagir. Allez, bah, peut-être une qui me vient en tête comme ça, mais il y en a sûrement plein. Mais parfois aussi, enfin, un des trucs difficiles, c'est que quand on salarie quelqu'un, quand on fait ensuite des dossiers de subvention, selon les financeurs, ils veulent bien ou pas financer du poste salarié. Typiquement, les universités, souvent, elles sont assez récalcitrantes là-dessus parce qu'elles partent du principe qu'une association étudiante n'a pas d'employés et que c'est du travail bénévole. Et donc, on a eu de temps en temps comme ça des demandes de subventions sur des gros projets où finalement, on nous répondait que non, il n'y avait pas de travail salarié qui était financé. Et donc, on nous enlevait cette partie-là. Imaginons qu'on ait demandé 7 000 euros. Ben, on nous enlevait les 2 000 euros de coordination de projet salarié qu'on avait mis dessus. Donc, on nous donnait que 5 000 euros.
Donc ça a été un peu une découverte de se dire que c'était… Enfin voilà, chaque financeur a c'est un peu ses lignes rouges, ces trucs qu'il ne veut pas financer. Et donc, c'est important à connaître sur d'autres choses d'ailleurs. Hein, ça peut être sur de la communication, ça peut être sur d'autres domaines. Mais sur la partie salariée et la coordination, c'est important à savoir quand on a un salarié. Savoir sur quel financeur aussi on peut faire porter du salariat et sur lequel on ne peut pas. Peut-être, je peux rajouter peut-être quelque chose. Donc, quelque chose qui peut parfois être difficile, et je pense que c'est normal, mais c'est tout ce qui est administratif. Parce qu'avoir des salariés, c'est souvent bord de l'administratif à gérer pour embaucher, pour avoir des contrats de travail, pour savoir gérer des arrêts maladie, pour savoir gérer les jours de congé, pour savoir gérer des congés maternité. Ce sont des choses qui arrivent et c'est normal qu'ils arrivent. Et c'est très important dans mon expérience pour les bénévoles qui sont dans les instances qui gèrent de se rendre compte de l'importance du droit de travail et du fait qu'en fait, on peut pas traiter des salariés de la même façon que des bénévoles parce que le statut est complètement différent et du coup, ça demande un effort qui est très important pour bien comprendre en fait tous les enjeux administratifs et légaux autour de tout ça. Et c'est pas forcément évident, ce qui me mène du coup à au coup de pouce. Nous, dès presque le début, on a eu un accompagnement RH de la part d'une association qui s'appelle PSL, donc Paris Sport et Loisirs francilien, qui nous fournit du coup un accompagnement RH sur toutes ces questions depuis le début et ça nous a sauvés à plusieurs reprises et ça nous a permis en fait de toujours être correct auprès des salariés. Et puis le deuxième coup de pouce, c'était AnimaFac qui nous a beaucoup aidé du coup dans le développement de la structure, notamment sur le côté finance, pour bien comprendre les enjeux autour des financières et comment bien structurer le projet. Et puis, ils étaient là aussi pour nous aider à imaginer comment structurer l'équipe dans un premier temps. Donc, c'était deux ressources qui ont été très utiles au début de l'association ou au début de la professionnalisation dans tous les cas. Moi, j'aurais un peu de mal à ajouter quelque chose, étant donné que j'étais pas vraiment là au moment où ils ont fait ces démarches. Mais c'est vrai que je m'en rends bien compte au quotidien quand je m'adresse au bureau de l'association et notamment aux coprésidents qui sont mes employeurs. Effectivement, il y a des besoins en formation RH et c'est super du coup ce que tu dis, Patrick. Je vais peut-être leur parler de cette association parce que je vois qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais effectivement, c'est pas évident. Surtout que nous, on est dans une situation un peu délicate où en fait, le bureau qui m'a embauché a été renouvelé entièrement un mois après mon arrivée. Et du coup, là, c'est un nouveau bureau qui, du coup, n'avait pas du tout fait le processus de recrutement qui est maintenant à la gouvernance de l'association. Donc, ça pourrait leur être super utile. Effectivement, tout ce qui est administratif, je pense qu'il faut soit s'y connaître, soit se faire accompagner parce que c'est pas mal de choses nouvelles et il faut y consacrer un petit peu de temps de formation, quoi, se plonger dedans. Moi, je pense sinon un coup de pouce qui a apparemment aidé l'association pour faire le recrutement, c'était pas mal la bienveillance des partenaires. Parce que du coup, il y avait depuis longtemps le projet de salarier quelqu'un, des subventions qui ont été données pour ça, mais qui n'étaient jamais suffisantes pour assurer vraiment un peu plus que 6 mois de temps plein. Et du coup, donc, la bienveillance des partenaires qui ont été d'accord de reporter les subventions sur les années suivantes pour pouvoir permettre du coup mon arrivée, quoi. Donc ça, c'est super important. Et je pense que oui, ils se sont aussi beaucoup aidés d'AnimaFac et des ressources que vous proposez.
Ok. Et du coup, là, aujourd'hui, si vous deviez faire un peu un bilan de voilà, où vous en êtes, donc le nombre de personnes salariées, de volontaires en service civique et potentiellement la façon dont vous voyez l'association dans les prochaines années, voilà, ce serait quoi pour vous? Du côté d'On the Green Road, en tout cas, enfin, là, on a parlé des difficultés du salariat et enfin, au début, c'est un peu une montagne, mais c'est vrai qu'on est très content d'avoir passé ce cap. Et là, c'est assez drôle parce qu'en fait, ça nous avait paru énorme à l'époque et maintenant, on part sur deuxième et troisième salarié. Enfin, il y a aussi des difficultés, mais ça nous paraît déjà beaucoup moins compliqué parce que peut-être on a déjà fait tous les premiers pas administratifs, on connaît un petit peu mieux le fonctionnement et puis ça a fonctionné une fois, donc on est plus en confiance. Et nous, je pense qu'on va continuer aussi à agrandir peu à peu l'équipe salariée. Alors peut-être aussi en me salariant un moment, mais pour l'instant, c'était pas le cas parce qu'il y avait l'idée d'abord aller sur les premiers besoins et puis moi, je me salarierai sûrement un peu plus tard. Euh, mais en fait, ça ouvre beaucoup d'opportunités aussi d'avoir une équipe qui reste dans le temps et qui est comme ça, qui est payée pour faire une partie du travail. Ça permet quand même de se lancer dans plein de nouveaux projets et d'être aussi plus solide financièrement, donc aussi plus crédible. Ça surprend d'ailleurs parfois d'avoir les gens qu'on soit association étudiante et en fait, enfin voilà, c'est peu habituel pour une association étudiante de passer ce cap, mais on sent qu'il y a une vraie envie aussi, nous à Lyon avec la métropole maintenant qui est passée d'un côté politique qui est assez proche de ce qu'on promeut. On sent qu'il y a une envie aussi de travailler avec des associations étudiantes qui ont une certaine maturité, enfin, où ils sentent qu'il y a enfin voilà, qu'on peut tenir des gros projets. Et ça va être la partie suivante. On pense continuer à grandir comme ça progressivement et à être de plus en plus crédible sur différents sujets qui nous animent. Et typiquement, ça va être autour du voyage engagé, comment voyager plus local ou comment voyager autrement, qui est un gros sujet aujourd'hui. On va être aussi sur les sujets de comment migrer le voyage dans les cursus étudiants, comment mieux intégrer enfin, voilà, des expériences qu'on peut avoir en termes de mobilité, comment faire plus attention déjà à son impact carbone d'un côté, et puis revenir de telles expériences et les valoriser universitairement et qu'elles ne soient pas juste mises de côté comme une belle expérience sympa et des belles vacances. Et voilà, donc on va beaucoup travailler en lien avec les universités là-dessus, plus plein d'autres sujets. Oui, la professionnalisation permet effectivement une pérennité en fait que les associations étudiantes des fois ne permettent pas puisque du coup il y a beaucoup de turnover aussi. Ça permet d'avoir quelqu'un qui connaît bien aussi l'association, effectivement. En tout cas, si les personnes salariées restent longtemps, en fait, c'est sûr. C'est ça, mais ça aide beaucoup. Là, typiquement, on voit sur les passations d'une année sur l'autre, le fait d'agrandir l'équipe, ça permet de ne pas avoir ça que sur quelques épaules, mais sur plus de personnes qui ont un vrai savoir-faire et enfin, voilà, c'est un savoir-faire qui s'agrandit sur le cœur d'activité de l'association. Et ensuite, elles peuvent voilà, retransmettre ça et permettre aux nouveaux volontaires en service civique de se lancer, aux bénévoles qui arrivent, qui ont plein de bonne volonté, aussi de se lancer dans ce qu'ils ont envie de faire, parce qu'on a un truc qui est vraiment ancré dans l'association. On a des manières de faire qui sont là, qui sont un petit peu pérennes, et donc ça aide beaucoup. Ouais. Sinon, je pense que enfin, le truc qui guette, sinon, enfin, en tout cas, nous qui aurions guetté l'association On the Green Road, ça aurait été l'épuisement, à un moment de toujours recommencer les mêmes choses et d'avoir l'impression de ne pas vraiment avancer sur les sujets, de ne pas gagner en maturité. Là, ça permet d'engranger en quelque sorte du savoir-faire. Patrick, Aurélie. Et du coup, pour nous, je pense que
même si on a parlé des difficultés qui sont associées avec tout ça et on dit que c'est pas facile et je pense qu'il faut des gens solides aussi pour vivre et pour accompagner cette transition. Euh, le bilan aujourd'hui est très clair. Si on regarde la mission qu'on souhaite accomplir, tout cela n'aurait jamais été possible en fait sans avoir passé ce cap et recruter des salariés, des stagiaires, etc. Pour accompagner la mission de l'association. C'est intéressant parce que avec Nightline, c'est quelque chose qui existe dans les pays anglo-saxons depuis 50 ans maintenant. Il y a une cinquantaine de Nightline en Grande-Bretagne, en Irlande et une réseau d'une trentaine en Allemagne. On est le seul qui est aussi professionnalisé dans un certain sens. Et du coup, on peut se comparer avec eux et en fait, on touche beaucoup plus d'étudiants avec nos projets. On a beaucoup plus de projets aussi et tout ça, c'est en raison du fait qu'on s'est engagé en fait dans cette démarche avec les bénévoles, avec les salariés, avec tous les différents statuts au sein de l'association. Donc, le nombre de personnes qu'on a pu toucher finalement est incroyable et ça nous a permis vraiment d'avoir un impact très fort auprès de la population étudiante qu'on n'aurait jamais pu avoir autrement. Donc, même si c'est compliqué à se lancer, même s'il y a des moments qui sont forcément difficiles, si on garde en tête l'objectif et si l'objectif vaut la peine, je pense que c'est une transition qu'il faut absolument suivre et encourager au sein d'une structure parce que ça peut vraiment apporter euh, une nouvelle dimension aux actions et puis au sein d'une association étudiante, beaucoup plus que dans les autres types d'associations, la question de la pérennité, comme ça a déjà été soulevé, se pose beaucoup plus. Euh, la présence des salariés assure en fait la pérennité de l'action. C'est pas avec une année où il y a moins de bénévoles que le projet va pouvoir tomber à l'eau ou tomber complètement. Normalement, ça apporte une stabilité qui est quand même relativement importante au projet associatif à fur et à mesure des années. Donc, ça apporte beaucoup d'avantages, même si parfois ça peut être un peu compliqué à vivre. Eh ben, pour nous, le bilan, bon, je trouve que c'est un petit peu tôt pour le faire. J'aimerais bien le faire justement à la fin de mes 6 premiers mois. Mais globalement, je sens que effectivement, en fait, le fait d'avoir une salariée pour l'association, ça fait que déjà nos partenaires arrivent plus facilement à nous contacter, donc sont un peu plus, je sais pas, sont un peu plus présents et sont un peu plus à l'écoute, justement parce qu'ils voient qu'il y a du répondant de l'autre côté et que c'est pas seulement quand les bénévoles ont du temps, quoi, qu'ils ont des réponses. Donc du coup, je vois qu'il y a plus de motivation pour faire des choses avec eux. Et là, je dirais, du coup, pour le bilan aujourd'hui, je dirais qu'on est dans la partie fragile, c'est-à-dire là où tout est possible et où, du coup, ça peut se passer bien ou ça peut se passer moins bien. Et donc, voilà, on est dans la partie fragile où, du coup, on va dire, les dés sont lancés. Et maintenant, il y a plus qu'à, quoi, en fait. On est vraiment là-dedans aujourd'hui. Donc, je pense c'est vraiment une étape importante quand l'association atteint un certain stade de développement d'engager des services civiques, d'engager une première salariée, justement pour permettre à l'association de continuer à se développer. Et du coup, le projet de l'Universel est tout à fait cohérent dans ce sens-là. Je pense qu'ils avaient atteint le stade où il y avait besoin de salariés pour l'association. Maintenant, ben, du coup, j'attends de voir ce que ça donne à la fin de mon CDD. Je dirais que c'est bien parti. On verra. En tout cas, j'aimerais beaucoup arriver au stade où nous aussi, on pourra se dire qu'on embauche le deuxième salarié, troisième salarié. Ce serait super. On pourra faire un bilan. On peut se noter de faire un bilan bientôt. Ça devient plus vite. Et un petit truc, si je peux rajouter, il y a aussi en regardant la chose dans l'autre sens, ce qui est très intéressant, enfin moi ce que j'adore, c'est de pouvoir se dire qu'en fait aujourd'hui,
il y a de plus en plus d'étudiants qui sortent, ou de personnes d'ailleurs qui sont en transition dans leur métier et qui veulent travailler justement dans les métiers de la transition écologique et solidaire. Et qu'en fait, on manque un petit peu de métiers comme ça. C'est vrai que c'est assez facile d'aller travailler dans l'industrie, dans des grands groupes. C'est plus difficile d'aller travailler dans des structures comme ça. Et je trouve ça assez génial de créer des emplois, des possibilités pour les personnes de s'investir de manière salariée, de manière pérenne dans de telles structures. Donc, je trouve l'exercice très intéressant, et même il est compliqué d'un point de vue, on est obligé de se plonger dans de l'administratif, dans du financier et d'en bouffer un petit peu quand même. Mais après coup, je suis très très heureux en fait d'avoir permis à des personnes aussi de bifurquer dans leur voie et de trouver quelque chose qui leur plaît, quoi. Et ça, c'est aussi une dimension qui est à prendre en compte dans ce qu'on fait en employant des gens. On leur permet aussi de s'épanouir dans des choses qui ont du sens pour nous et sûrement pour la planète aussi, quoi. Totalement, totalement. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner, des conseils à donner aux étudiants qui ont leur association et qui hésitent peut-être un peu à passer le cap, déjà d'accueillir un volontaire sur une mission un peu spécifique, ou alors de passer directement à l'étape du salariat? Ouais, moi, il y a quelque chose que je crois que tu avais déjà dit, Patrick. C'était bien définir les missions de l'association. Je pense que ça, c'est super important quand on veut embaucher un salarié encore plus, d'être très très clair, que tout le monde travaille dans le même sens. Et c'est vraiment ça qui permettra en fait que le projet tienne, c'est qu'on soit tous d'accord sur le projet en fait associatif. Et bon, du coup, ça rejoint quelque chose qu'on avait déjà dit, mais je pense et que vous avez fait, du coup, Patrick et Siméon, mais vraiment préparer l'arrivée d'un ou d'une salariée, c'est super important, quoi, que ce soit en termes que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes administratifs, mais je dirais aussi beaucoup de l'organisation, c'est-à-dire savoir quelles sont les missions qu'on va lui confier, comment il va être encadré. Est-ce qu'il va être soutenu par les bénévoles et de quelle manière? Aussi, du coup, ses rapports avec la gouvernance de l'association, donc le bureau et le conseil d'administration s'il y en a un. Comment va se passer la collaboration avec ces personnes? Je pense que c'est important de définir ça et ensuite, à l'arrivée du haut de la salariée, de prévoir un temps de passation un peu conséquent pour que du coup le premier salarié qui arrive ou la première salariée trouve vraiment ses marques et puisse commencer dans les meilleures conditions. Ouais, pour aller dans le même sens, je dirais que c'est important de bien préparer d'un point de vue administratif aussi, d'anticiper cette partie, de se faire accompagner aussi. Parce que nous aussi, on a été accompagnés là-dessus, alors à Lyon, par une pépinière Anciella, qui nous a aidé aussi à trouver mieux le modèle, à savoir qu'on avait un fonctionnement hybride, donc à se dire, OK, il y a des trucs sur lesquels on gagne de l'argent, puis d'autres sur lesquels on en perd, et parce que c'est le cœur de notre mission et il n'y a pas de problème là-dessus. Donc être un peu au clair aussi sur le modèle économique. Et puis peut-être réussir, nous, ça a été, je trouve ça assez important aussi de réussir à faire que pour le salarié, les premiers mois ne soient pas sous une intense pression parce qu'on n'aurait pas assez prévu financièrement comment ça va fonctionner. Parce que c'est certain que la personne va mettre du temps à rentrer dans son poste et à pouvoir être vraiment opérationnelle, et surtout si jamais il était prévu qu'elle puisse peu à peu financer son poste, peut-être par des demandes en gérant des demandes de subventions ou en gérant des prestations, et faut se dire que ça prendra forcément du temps, que ça va fonctionner, mais il faut réussir à se lâcher un peu le stress de se dire ça fonctionne pas directement. Parce que c'est un peu forcé. Nous, c'est ce qu'on a découvert là en se faisant accompagner par un organisme qui accompagne les startups maintenant. C'est qu'en fait, c'est naturel qu'un salarié mette du temps à
à générer le chiffre d'affaires qui coûte, en fait, on est d'un point de vue purement financier, parce que même les partenaires mettent du temps à connaître cette personne, à identifier, les projets mettent du temps à s'enclencher, donc il faut vraiment le prendre en compte. Ça. Et je pense que vous avez bien traité le besoin de préparer. Peut-être moi, je vais donner un conseil qui est un peu plus Startup Nation, mais si on veut accomplir des choses à un certain moment, il faut se lancer, il faut arrêter de temporiser. Euh, je pense que c'est toujours bien de se lancer. Il faut bien sûr essayer de faire le meilleur travail de préparation possible euh, pour que le truc marche bien, pour aussi que le salarié soit bien reçu. Mais réfléchir la chose pendant trop longtemps aussi, je trouve que ça apporte pas forcément énormément, et surtout au sein des structures qui changent de bureau, qui changent de conseil d'administration chaque année, c'est toujours la même discussion et vous n'arrivez à jamais faire le projet. Donc à un certain moment, il faut simplement se lancer et voir ce que ça donne, euh, et avoir un peu confiance dans le projet et dans ses propres capacités pour que ça se mette en place et pour que les problèmes qui vont sûrement arriver, même si vous préparez très très bien pendant des mois et des mois, que vous allez pouvoir les gérer. Donc il faut s'y mettre parfois. C'est un peu mon point de vue. Super, merci beaucoup. Merci pour les conseils, les échanges. J'espère que, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à en fait voir comment ça se passait dans vos associations et tout. C'est vrai qu'on se croise. Enfin, je pense aussi, on s'est beaucoup croisés, mais on ne parle pas forcément de toutes ces problématiques-là. Donc, c'est cool en fait de voir comment ça se passe pour vous aussi sur ces sujets-là. Et puis voilà, je pense que nous, on en sortira. Enfin, de toute façon, il y a la vidéo enregistrée. Et puis, je pense que ça pourra faire aussi l'objet d'une fiche pratique, en fait, même sur le site AnimaFac avec vos témoignages, etc. Voilà, ça peut être intéressant de savoir à Lyon quelles sont aussi les structures qui peuvent aider les associations, à Paris aussi, en dehors d'AnimaFac. Donc voilà, en tout cas, c'était assez cool, je trouve. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi sur cet échange. Voilà, donc merci beaucoup et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Salut Caroline, à cet après-midi.